Je voulais vous parler des droits des malades, c'est-à-dire vous parler des malades, des médecins, et derrière ça de la société, avec une idée extrêmement simple que j'aimerais partager avec vous, à savoir que la société et la médecine se rencontrent en permanence. C'est vrai, évidemment, dans la dernière période, avec une médecine qui a fait naître, y compris des nouveaux acteurs sociaux. Je pense aux femmes, que seraient les femmes aujourd'hui encore, sans la médecine, le retour du féminisme qui s'y est articulé dans les années 1970, mais aussi que serait la société sans la médecine, avec aujourd'hui des traitements en particulier qui font naître cette fois-ci des populations, des foules nouvelles. Je pense en particulier aux malades chroniques, à cette image de la chronicisation, de la chronicité, faisant qu'effectivement, en France, aujourd'hui, on parle d'une population de 8 millions de malades chroniques. Comment font-ils au quotidien? Comment tout ça évolue et vers quel monde nous entraîne cette rencontre de la médecine et de la société qui, de manière accélérée, aujourd'hui, nous fournit un nouveau modèle du soin, une nouvelle manière même de nous représenter la maladie. Ce qui, pour un sociologue, paraît impossible, des représentations sociales aussi cristallisées que le crabe ou la mort sur le cancer, alors qu'aujourd'hui, certaines critiques disent on ne peut pas banaliser le cancer, ce n'est pas un rhume, et il faut défendre presque sa capacité ou son droit à s'arrêter de travailler, ou en tout cas réussir des articulations souvent impossibles. Et donc, cette rencontre de la société et de la médecine à la fois s'accélère, avec y compris une sémantique qui est déjà trouvée, une médecine de précision, des soins personnalisés, des thérapies ciblées, qui sont autant de capacités pour les malades de rentrer dans l'imaginaire scientifique, dans son utopie, mais aussi d'y participer. Tout ça provoque des changements colossaux et qui viennent perturber la relation médicale. Cette phrase, un peu en titre, on peut évidemment la modifier, on peut la caricaturer, on peut trouver que dans cette manière de demander au médecin ce qu'il ferait s'il était à sa place, et dans l'invitation de changer les rôles, il y a finalement une soumission, une aliénation du patient à son médecin, mais on peut aussi y voir le colloque singulier, le renouveau des dialogues, la capacité précisément à échanger, à s'informer, à arbitrer, à décider, précisément lorsqu'on arrive dans des situations compliquées, parfois des impasses thérapeutiques, ou en tout cas des stratégies thérapeutiques qui vont mobiliser le corps, qui vont mobiliser la personne, qui vont mobiliser son énergie, et qui surtout s'installent dans l'enjeu fondamental de la médecine, bien souvent, la vie et la mort. Alors oui, nous parlons avec nos médecins, oui, nous redéfinissons les traitements, oui, nous nous engageons dans des parcours, oui, nous voulons le renouveau des organisations, oui, nous défendons le droit, la justice et les inégalités pour que tout le monde ait ce portail grand ouvert. Mais tout ça a une histoire, et tout ça s'articule, à mes yeux, à cette évolution dans le temps assez récent des droits des malades. Et les droits des malades, souvent, on réfère à la loi droits des malades, qui est de 2002, souvent appelée la loi Kouchner, mais ils ont une histoire beaucoup plus longue. Et cette histoire a installé les éléments qui font que le malade aujourd'hui n'est plus dans l'ajustement des rôles, précisément celui de la soumission, celui de l'attente de l'expertise, celui évidemment du traitement de ce cas. Il est aussi quelqu'un qui défend des valeurs. Il est aussi quelqu'un qui défend ce qui fait l'unité de la vie sociale. N'oublions pas que ce dont je parle, au fond, sans avoir utilisé le terme, est la santé. La santé, celle des Français, ici, est un bien collectif à usage individuel. Nous faisons ce que nous voulons avec notre santé, mais nous évoluons dans un système de santé qui, lui, précisément, a permis des choses. J'ai dit des acteurs sociaux avec les femmes, mais il y a des catégories sociales entières qui sont en train de naître. Les vieux, par exemple, en 2050, 2060, nous serons 500 millions en Europe, 150 millions auront plus de 65 ans. Les octogénaires, aujourd'hui, demain, en 2050, 2060, ils auront doublé. Les enfants aussi, et même les tout petits enfants, la périnatalité. Bref, nous transformons la trajectoire, la destinée et l'existence. Les droits des malades sont anciens. Je pense en particulier à ces mutilés de la guerre qui avaient fondé une association en 1921, l'Union des blessés de la tête et de la face, qui existe toujours aujourd'hui et qui reçoit les victimes de terroristes de guerre ou des pompiers. Ils ont mis dans le paysage, dès 1921, le thème de la dignité. Je pense à Bob Smith et Bill Wilson, qui, en 1935, créent les Alcooliques Anonymes. Ils s'étaient rencontrés dans un bar en 1934, mais ils ont été efficaces. Et je pense à ce troisième moment où de l'association avec les mutilés de la tête et de la face, qui déjà rentrent
dans ce qu'on peut appeler la réponse sociale du collectif, par exemple avec les lois de 1924, qui définissent des quotas pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés, de recevoir 10% d'employés, d'ouvriers qui sont soit des pensionnés, soit des mutilés ou des veuves de guerre. Le quota d'aujourd'hui des handicapés est beaucoup plus faible. Nous avons ce thème, cette capacité d'action sociale à travers des collectifs, à travers des expériences, celle de l'alcoolisme. C'est parce que c'est ça qui va monter la parole du malade. Et aujourd'hui, nous avons traversé un nouvel événement, encore plus important qu'une association, plus important qu'un mouvement, qui sera connu en France par Joseph Kessel et son livre en 1960, précisément, qui est une enquête sur les alcooliques anonymes. Mais vous le voyez, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des malades. Nous passons dans quelque chose qui s'élargit, une conception, cette capacité de partir de soi, de réfléchir sur soi, pour aménager les réponses médicales ou les parcours thérapeutiques. Mais l'événement qui est supérieur, c'est le Big Bang, c'est 1984, c'est le moment du sida, c'est la mort de Michel Foucault. Et Michel Foucault, dans cette période, fait une grosse critique qui vient se rajouter à une autre critique. Les deux se combinant vont donner un nouveau modèle que je crois plus participatif des malades à leur santé et à leur médecine que d'opposition. La critique de Michel Foucault porte sur ce qu'on a appelé la biomédicalisation, les biopouvoirs, cette capacité effectivement de prendre la maîtrise sur l'homme à partir de la science. Georges Canguilhem, en 1943, la thèse se répétant en 1966, avait donné la réponse à cette dérive possible. Il avait pensé le droit des malades, et le droit des malades, il l'a pensé comme une limite au pouvoir du médecin, comme une limite à la dérive scientiste qui a eu lieu, mais qui donne ces résultats auxquels nous adhérons tous. Le résultat de la médecine, nous le connaissons, c'est la santé, c'est la longévité, mais c'est aussi la démocratie sanitaire, c'est-à-dire de faire vivre la citoyenneté et les valeurs fondamentales de notre société dans ce colloque singulier où à un moment donné, on ne sait pas. Et c'est pour ça que dans les années 80, nous avons aussi renouvelé le modèle de l'éthique et de la morale en parlant de bioéthique et pas seulement de biopouvoir.